Ce dimanche dernier, pendant que les catholiques de France étaient à la messe pour adorer le vrai Dieu, les représentants de la classe politique française se sont rendus de leur côté dans les rues de Paris afin de se livrer à une procession d'un genre bien spécial. Il s'agissait en l'espèce de marcher contre le péril de l'antisémitisme, ce mal qui, semble-t-il, est soudainement devenu l'impératif de toute la Ve République. Derrière le prétexte noble de la lutte contre l'antisémitisme, combat a priori tout à fait estimable pour les sémites spirituels que nous sommes, cette marche était en réalité le rendez-vous des fossoyeurs de la nation. Admirez plutôt la tête du cortège et vous y retrouverez, certes pas de façon exhaustive, les figures abominables de la destruction de la société française. On y trouvait pêle-mêle François Hollande, l'homme qui gazait les familles catholiques de la Manif pour tous en 2013, Elisabeth Borne, la spécialiste du 49.3, Nicolas Sarkozy, l'ami du Qatar, le destructeur de la Libye de Kadhafi, Manuel Valls, l'homme à la probité inégalée, ou encore Bruno Le Maire, le Vivaldi de l'économie française et du pouvoir d'achat. On y trouvait aussi des crapules, aujourd'hui un peu plus anecdotiques, mais au palmarès tout de même bien rempli, Jean-Marc Ayrault, Jean-Louis Debré, Yael Braun-Pivet et même Laurent Fabius, celui qui trouvait que le front islamiste Al-Nusra faisait du bon boulot en Syrie. Quant à Gérard Larcher, les mauvaises langues affirment qu'il n'était là que pour digérer son repas de midi, que l'on imagine copieux comme il convient à un illustre représentant du peuple. On pourrait continuer longtemps cette belle liste de canailles, mais ces quelques noms suffisent à comprendre que cette marche contre l'antisémitisme était en réalité le défilé des hypocrites, la marche des destructeurs de la nation, le rendez-vous des agents d'iniquité. Premièrement, tout le monde a compris que le motif officiel de cette marche n'était pour ses participants qu'un prétexte pour faire la démonstration de leur allégeance à une idéologie et à un État étranger que, curieusement, ils assimilent de fait à la communauté juive française tout entière, comme si l'on devait supposer que cette dernière entretiendrait une sorte de double allégeance systématique à l'égard de la République française et de l'État hébreu. Il y a même quelque chose d'étrange dans l'ambiance démagogique qui a entouré cette marche, qui, au final, a fini par véhiculer un certain nombre de préjugés pour le moins douteux. Deuxièmement, beaucoup d'observateurs n'ont pas manqué de critiquer l'hypocrisie de la brochette qui se trouvait en tête de cortège, défilant aujourd'hui contre un antisémitisme dont ils ont longtemps accablé les Français de souche, en particulier les plus patriotes d'entre eux, mais qui serait aujourd'hui, nous disent-ils, le fruit de l'immigration massive et de l'islamisme, fléau dont ils sont eux-mêmes les principaux responsables. En effet, c'est bien sous leurs autorités, sous leur mandat, que s'est faite la grande déstabilisation du Moyen-Orient qui a conduit à cette grande invasion migratoire du XXIe siècle et qu'ont été commis cette suite d'attentats sur le sol français dans les années 2010. Troisièmement, nous avons vu se joindre à cette manifestation tous les représentants de la droite nationale officielle, les élus du Rassemblement national ainsi que les membres du parti d'Éric Zemmour. L'occasion était en effet trop belle que de formaliser le consensus macrono-lepéniste sur un air de judéo-christianisme zemmouréen. Il n'y a aujourd'hui plus de différence entre le discours de Marine Le Pen et de celui d'Elisabeth Badinter. De même qu'il n'y a plus vraiment de différence entre le discours d'Éric Zemmour et celui de Benjamin Netanyahou. D'ailleurs, la stratégie semble payante puisque plusieurs élus de la République, M. Meyer Habib en tête, ont déclaré que le Rassemblement national avait désormais rejoint l'arc républicain. Monsieur Édouard Philippe est lui aussi allé dans ce sens en déclarant que le Front National est désormais digne de la République, puisqu'il a désormais renoncé à ses positions traditionnelles contre l'Union européenne, contre l'euro et contre l'avortement. Voici ce qu'il fallait donc pour réellement intégrer le champ républicain, il fallait tout simplement se convertir à sa religion civile. Belle preuve de laïcité. Quatrièmement, vous l'aurez compris, il y a d'énormes hypocrites chez ceux qui, au sein du gouvernement, mais aussi du côté de la droite nationale, soutiennent la domination sioniste en France ou en Terre Sainte. Hypocrisie pour le régime français qui donne des leçons de droits de l'homme et de laïcité au monde entier, mais qui soutient cette anomalie postmoderne qu'est l'État théocratique, colonial et génocidaire qui occupe la Terre Sainte. Hypocrisie également pour la droite nationale qui prétend combattre le grand remplacement en France, mais qui soutient le grand remplacement en Palestine. Or, l'épuration ethnique des Palestiniens risque bientôt de se transformer en déportation vers l'Europe, comme l'ont suggéré plusieurs hauts responsables de la droite dure israélienne. Et pendant ce temps-là, nos nigauds de droitards n'ont toujours pas compris à qui ils se soumettent.
Et enfin, hypocrisie totale pour la gauche française pro-palestinienne, qui prétend défendre le droit à la vie et à la souveraineté pour les enfants de Palestine, tout en militant pour l'immigration de masse et pour la sacralisation du droit à l'avortement en Europe. Le véritable fait étrange de cette journée, c'est l'absence d'Emmanuel Macron. Cet homme est décidément un mystère. Le lundi, il assure Israël de son soutien indéfectible. Le mercredi, il condamne les crimes de Tsahal. Et le dimanche, il refuse de se joindre à l'avant-garde de la République. Mais trêve de plaisanterie, il est temps de parler de choses sérieuses. Puisque, tandis que l'on s'écharpe sur les plateaux de télévision à propos des statistiques des actes antisémites ou des actes islamophobes, on devrait plutôt s'inquiéter de l'implosion prochaine et inévitable de la Ve République française sous le poids des trahisons et des crimes de sa classe dirigeante. La droite nationale se sent sans doute obligée de se mettre à la remorque de l'idéologie du régime et de ses forces dominantes. On cherche à nous persuader qu'il s'agit là d'un fin calcul politique qui donnera enfin les fruits de la victoire en 2027. Mais toute personne ayant un minimum de bon sens politique sait parfaitement que le système parlementariste en France exige des compétitions partisanes mortelles plutôt qu'il ne favorise des ententes politiques solides. Il y a donc fort à parier que si la situation l'exige, le cordon sanitaire républicain sera remis au goût du jour aux prochaines présidentielles. Même s'il est exact que la normalisation et la popularité croissante du Rassemblement national devraient lui assurer au moins une place au second tour. Bien sûr, on peut sans doute compter sur la médiocrité de Marine Le Pen pour encore rater cette occasion en or. Mais la réalité, c'est que pour l'essentiel, la classe dirigeante française semble avoir définitivement sombré dans la folie. En plus d'avoir été une démonstration d'hypocrisie, la marche du 12 novembre avait surtout une odeur d'entre-soi. C'était la marche des éléments les plus radicaux du régime, ainsi que de leurs partisans les plus dévoués. Mais ce n'était pas, comme on a voulu nous le faire croire, ni une marche contre l'antisémitisme, ni une grande marche populaire, ni un grand moment d'unité nationale. Il n'y avait dans cette manifestation pas plus de participants que de spectateurs pour le dernier film de BHL. D'ailleurs, il est même possible qu'il s'agisse en fait des mêmes personnes. Dans le meilleur des cas, il s'agissait d'une opération de division nationale visant à réunir tous ceux qui ont pour habitude fâcheuse de désigner trop facilement les musulmans comme étant les responsables de tous les problèmes de la société française, ceci bien souvent afin de mieux dissimuler leurs crimes politiques ou la lâcheté de leurs discours. Car pendant ce temps-là, pour nous autres qui vivons loin de l'hyper-réalité parisienne, pour nous qui vivons dans la France réelle, dans la France profonde, dans la France du travail, dans la France des Français ordinaires, eh bien nous pouvons attester que toutes ces gesticulations n'ont pas fait mouche un seul instant. La France profonde, ce n'est pas Twitter, et c'est encore moins la marche du 12 novembre. Car le français vit de plus en plus mal, à tous les points de vue. Spirituel d'abord, mais aussi d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue social et économique. Et c'est cela qui l'afflige avant tout. Et maintenant que la banderole de la marche des hypocrites a été repliée, le spectacle politique laisse place aux froides réalités. En effet, ce mardi 14 novembre, le Secours catholique français publiait un rapport extrêmement inquiétant à propos de l'aggravation de la pauvreté en France en 2022. Ce rapport note en particulier une surreprésentation des familles monoparentales, avec une vulnérabilité toute particulière pour les femmes seules et les mères isolées, lesquelles sont réduites à la pauvreté, notamment à la suite de divorces ou d'abandon du foyer par leur conjoint. Et elles représentent actuellement plus de 58% des bénéficiaires du Secours catholique. Ces chiffres alarmants montrent bien que la question sociale et économique est avant tout une question morale, et nous voyons bien que la question démographique doit être réglée par une politique de remoralisation de la société française visant à promouvoir les vertus du mariage chrétien. Mais pour cela, il faudrait bien sûr pouvoir assurer des conditions économiques qui favorisent la formation de familles nombreuses et qui leur procurent surtout les moyens de construire un foyer. Hélas, il est évident que le régime mène une politique qui produit les effets contraires, en voulant par exemple constitutionnaliser le droit à l'avortement, tout en s'employant à détruire l'économie française. Hier encore, par exemple, on apprenait que dans l'ombre des couloirs de l'administration, et loin de tout débat public sur cette question pourtant essentielle, le gouvernement et EDF sont parvenus à un accord sur un prix de 70 € le mégawattheure, ce qui représente à terme une très forte augmentation du prix de l'électricité, puisqu'il s'agit en l'état
d'une hausse de 66% par rapport au prix régulé actuel. Et tout ceci survient alors que le taux de chômage en France a grimpé à 7,4% au deuxième trimestre 2023. Cerise sur le gâteau, le Sénat a adopté hier le projet de loi sur l'immigration en y incluant un certain nombre de mesures qui vont dans le sens d'un durcissement des conditions d'obtention de titres de séjour, du regroupement familial et de l'accès aux aides sociales et médicales. Les régularisations, nous dit-on, seront désormais soumises à des tests renforcés de langue et de républicanisme. Les clandestins seront donc régularisés à condition qu'ils acceptent la laïcité, le droit à l'avortement et les droits LGBT. L'idée derrière ce projet de loi a été expliquée par Gérald Darmanin. Il s'agit, je cite, d'être méchant avec les méchants, gentil avec les gentils, expulser le délinquant et régulariser la nounou. Cette seule déclaration permet de comprendre que même l'aile droite du gouvernement est vraiment très loin du compte. Complètement déconnectée de la réalité, au vu des solutions autrement plus radicales qu'il faudrait apporter à la question de l'immigration et de l'intégration. Et ça permet aussi de comprendre que l'idéologie immigrationniste qui veut plus d'immigration afin de pouvoir continuer à s'attribuer les fonctions de gestion du chaos multiculturel continue de marcher en symbiose avec l'idéologie libérale, laquelle réclame plus d'immigration pour avoir plus de main-d'œuvre à exploiter pour pas cher, et donc plus de clients pour écouler ses produits. Beaucoup estiment déjà, sans doute à juste titre, que ces mesures seront bien insuffisantes et qu'elles ne visent qu'à donner l'impression que le régime actuel aurait vraiment la volonté de répondre à l'une des premières préoccupations des Français, à savoir la question de l'immigration. Il est à parier que les mesures adoptées par les sénateurs seront modifiées en profondeur par l'Assemblée nationale d'ici quelques semaines et que nous aboutirons à une énième passoire législative. D'ores et déjà, le gouvernement, par la voix d'Olivier Véran, a affirmé qu'il voulait tout de même maintenir l'aide médicale d'État pour les clandestins. Autant dire qu'il ne s'agira assurément pas de la première reculade. Comme vous l'avez remarqué, le régime devient de plus en plus fou et donc de plus en plus inefficace. Mettre un pied dans ce monde, actuellement, c'est vraiment courir le risque de sombrer à son tour dans les dédales de la compromission, de la folie et de l'hypocrisie. On peut se demander la chose suivante. Est-ce finalement une grâce ou un châtiment que d'être empêché, en tout cas pour le moment, de porter la proposition catholique dans les assemblées ou dans les grands médias? Eh bien, c'est une question à laquelle nous ne saurions répondre aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne veut pas de nous dans les assemblées, ni dans les médias officiels et encore moins à l'Élysée. On a appris aujourd'hui qu'Emmanuel Macron préfère suivre les conseils du provocateur communautariste et gauchiste Yacine Bellatar pour toutes les questions pourtant sensibles et importantes qui concernent les banlieues françaises, les banlieues multiculturelles. En bref, on ne veut pas des solutions pourtant urgentes et salutaires que la doctrine sociale de l'Église peut apporter à la société française, afin de la guérir de sa maladie anthropologique. À vrai dire, cette maladie est tellement grave qu'on devrait plutôt parler de mort clinique, et donc il faudra bien un miracle que seule la foi catholique est capable de produire pour obtenir la résurrection de la nation française. En tout cas, si on ne veut pas de nous, eh bien, très bien. Finalement, nous avons mieux qu'une assemblée humaine, nous avons une église divine. Donc, continuons à développer nos médias, à diffuser nos idées, à communiquer notre foi, à construire nos propres réseaux, surtout pendant que personne ne fait attention à nous. Par exemple, faites un don au projet Matteo afin de construire une banque en ligne catholique, une banque en ligne qui défend des valeurs sociales et familiales et qui ne collabore pas avec le wokisme. Tout ça se passe sur matteobank.com, le lien est dans la description. N'oubliez pas deux choses. Premièrement, c'est avec ce genre de projet que nous allons bâtir une véritable contre-révolution dans ce pays. Et ensuite, n'oubliez pas le plus important. Priez pour l'Église, pour la France et pour le monde. D'ailleurs, on entend pas mal de gens, ici et là sur les réseaux, critiquer les catholiques. Les catholiques qui parlent beaucoup, mais qui n'ont aucun pouvoir, aucun réseau, aucune proposition sociale, aucune influence politique ou économique. Eh bien, si Dieu le veut, je répondrai à ces objections dans une prochaine vidéo. En attendant, que Dieu vous garde et à très bientôt.